Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Alors nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée cette fois-ci aux théories de Bernard Friot, sociologue universitaire spécialiste de la sécurité sociale, idéologue du réseau salariat et compagnon de route du PCF depuis au moins 1969. Alors précisons d'emblée, d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une critique personnelle, personnificatrice de Bernard Friot, mais des idées qu'il défend, et d'autre part qu'il ne s'agit pas ici de défendre le capitalisme néolibéral, de diviser le mouvement social, ou d'être des bons élèves de Hayek, comme certains friotistes de mauvaise foi ont pu le reprocher aux manants s'égarant à critiquer cet horizon indépassable de notre temps qu'est Bernard Friot, comme disait Sartre au sujet du marxisme-léninisme il y a 50 ans. Il s'agit ici bien plutôt d'aller plus loin dans l'émancipation que Bernard Friot, on montrera que ce n'est pas si difficile que ça, de ne pas s'arrêter en chemin, puisqu'il ne s'agit pas ici simplement d'idées, mais des théories comme force matérielle. Si une révolution se faisait avec comme horizon l'idéal d'un capitalisme national étatique, d'autogestion bureaucratique comme chez Bernard Friot, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette émission, cette révolution serait loin d'être aussi émancipatrice, voire pas du tout, qu'une révolution qu'on va globalement appeler communiste libertaire que nous défendons, même si chacun a ici sa position. Alors, pour analyser de manière critique les théories de Bernard Friot et en discuter, nous sommes avec Matt de Tanquil et d'Alternative Libertaire, Benoît d'Alternative Libertaire et Sylvain de Zone Subversive. Donc bonjour à vous. Salut. Salut, bonjour. Alors, avant de mettre en évidence un certain nombre de contre-vérités de Bernard Friot qu'on approfondira et qu'on discutera ensuite, on va d'abord laisser Matt présenter le système général de Bernard Friot pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et aussi pour montrer que quand même on s'est un peu intéressé à son système, et en faire donc une première critique. Je pense que c'est intéressant de parler de Friot, mais peut-être que les auditeurs de Radio Libertaire ne le connaissent pas tous, hein, donc si je dis pas de bêtises, c'est à la fois un économiste et un sociologue qui enseigne à Paris 10 Nanterre, et qui est l'auteur d'une pensée un peu originale quant à une potentielle sortie du capitalisme, donc qui s'appelle le salaire socialisé, ça s'inscrit un peu dans les revenus, dans tout ce qui est revenu garanti, revenu universel d'existence, mais ça va un peu plus loin. On va dire c'est le nec plus ultra du garantisme, un peu comme ce que Tony Negri a défendu. Donc là, je vous dis ça, mais si vous ne connaissez pas ces courants, qu'est-ce que ça vous dit ? Pas grand-chose, donc je vais essayer, sans trop déformer, parce que je ne suis pas d'accord avec Bernard Friot, je le dis tout de suite, sans être de mauvaise foi, de décrire un peu les grandes lignes de ce que dit Bernard Friot. Donc, ce que savoir que déjà Bernard Friot, il a, on va dire, 2 contributions majeures qui ont fait un peu de bruit en termes militants. Il a parlé de qu'est-ce que c'est les retraites, qu'est-ce que c'est les cotisations, et il a parlé de qu'est-ce que c'est le salaire socialisé, sa proposition, on va dire, de nouvelle société. Donc je pense que le plus intéressant, c'est de partir du concret. Donc partir, par exemple, Sylvain, dans l'hypothèse où, je sais pas où tu travailles, mais si tu bossais à McDo et que tu étais payé au SMIC
donc tu gagnerais 1100 € net, mais ton salaire, question Sylvain, est-ce que ton salaire se limite à 1100 € net? Non. Voilà, non, exactement. Parce que le salaire en France et dans la plupart des pays occidentaux, et ça c'est un truc d'ailleurs auquel la bourgeoisie s'attaque, c'est qu'il y a d'un côté le salaire direct, donc ce que tu touches, ce que te donne l'employeur, et de l'autre, il y a le salaire indirect. Le salaire indirect, c'est, je sais pas si vous voyez la fiche de paye, c'est d'un côté les cotisations salariales, donc mettons que tu touches 1000 € brut, donc là, je sais pas, tu as travaillé 30 heures par semaine, tu touches au SMIC, tu touches à peu près 1000 € brut. Tes 1000 € brut, ça va te donner, si je dis pas de conneries, 760 € net. Donc le salarié, ça s'appelle les cotisations salariales, c'est à peu près entre 24 et 25% du salaire. À cela va s'ajouter 50% de plus, ce qu'on appelle des cotisations patronales. Donc les patrons, ils appellent ça des charges. En économie, on appelle ça le brut, le super brut. Mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est de la thune qui va aller alimenter des caisses. Donc qui fonctionnent sur le mode de l'assurance et de la cotisation. C'est-à-dire, c'est des caisses auxquelles vous avez droit à partir du moment où vous avez travaillé. C'est le travail et la cotisation à l'assurance qui ouvrent des droits. Et ça, en fait, moi je dirais pas que c'est socialisé, mais c'est un salaire indirect qui ouvre des droits. Donc les principaux droits qui sont ouverts, c'est quand vous perdez votre emploi, vous avez travaillé par exemple 4 mois, ça ouvre des droits au chômage, ça ouvre droit à une indemnisation. La sécurité sociale aussi, la CPAM, donc une partie, parce qu'après c'est les mutuelles, mais une partie de ce que vous gagnez sert à payer la sécurité sociale en règle générale. Et il y a les retraites, donc là où Bernard Friot s'est illustré. Donc Sylvain, sur ton temps plein à McDo, tu gagnes 1100 €. Ce qui est réellement déboursé par le patron, c'est 2200 €. Avec le CICE, c'est un peu moins parce qu'ils ont fait des grosses exonérations de charges entre guillemets pour les patrons. Mais grosso merdo, c'est dans ces eaux-là. C'est-à-dire que la moitié du salaire, à part sur les bas salaires maintenant des entreprises qui font le CICE, va à financer diverses caisses et ouvre des droits. C'est le salaire indirect. Et à chaque fois qu'on réforme les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage et qu'on les baisse, on baisse le salaire indirect. C'est-à-dire que les cotisations sont les mêmes, mais en général elles baissent après. Et on baisse les droits qu'on a en tant que tel. Donc ça c'est la base de Frio. Donc c'est un rappel de ça, et c'est un rappel qui est intéressant parce que ça prend à contre-pied justement l'idéologie patronale qui voudrait que c'est des charges, c'est de l'argent qu'on voit jamais. Non, c'est de l'argent qui est important parce que ça nous offre une qualité de vie et la possibilité à des moments de ne pas travailler. Mais la différence, c'est, on va dire, les marxistes un peu conséquents, ils appellent ça le salaire indirect. C'est-à-dire que la perception du salaire est différée. Mais ce qui va fonder la base de la pensée de Friot, c'est il décrit ça, et il le décrit bien mieux que moi, parce que c'est quelqu'un d'assez brillant. Il dit que c'est du salaire socialisé. Donc, parce qu'il dit les caisses de cotisation, c'est des organismes paritaires qui ne sont pas gérés par l'État. Et ce salaire socialisé, c'est une forme de communisme. Alors que, bon, si on a une analyse un peu critique, on pourrait dire que c'est une forme de salaire qui est donnée, enfin, c'est un accroissement des droits, ça a été arraché grâce à des luttes, etc. C'est une partie de la valeur qui est reversée à la population dans le cadre du capitalisme, mais c'est en aucun cas anticapitaliste le fait qu'il y ait du salaire indirect. Ça, faut pas y croire. Et lui, il dit, et c'est là un peu l'idée, là, moi je dirais ça relève un peu de la pensée magique, c'est à partir du moment où il y a une partie du salaire qui est socialisée, pourquoi est-ce qu'on ne socialiserait pas tout le salaire? C'est-à-dire que Sylvain il bosse à McDo, ou pas, ou il n'est pas obligé de bosser, ça c'est un peu la fusion avec les revenus garantis. Mais dans l'hypothèse où il fait ses 35 heures à McDo et il nous fait des burgers, des Big Mac, etc., il ne touche rien, il ne touche pas d'argent. Et les 2200 € de valeur qui sont produites partent tous dans une caisse de cotisation. Donc Sylvain, il ne touche pas d'argent, il travaille, pourquoi pas. Hein. Et par contre, ce système de cotisation, en plus, il y aurait une suppression de la retraite, il y aurait une suppression du chômage, il y aurait quand même la sécurité sociale. Hein. Voilà, il y aurait quand même la CPAM, les soins gratuits, parce que Frio n'est quand même, c'est pas un monstre non plus.
Mais à partir du fait de prendre cette cotisation, l'ensemble du travail qui deviendrait de la cotisation, ce qu'il appelle du salaire socialisé, il y aurait de l'argent qui serait juste reversé de manière automatique et déconnecté du revenu d'existence. C'est-à-dire que tu travailles ou pas, que tu sois à la retraite ou pas, je sais pas pour les enfants, mais peut-être, j'en sais rien, tu gagnerais de l'argent. Donc Sylvain, qui travaille ou pas à McDo, il gagnerait 1 500 euros. Donc ça, c'est des ordres d'idées. Il dit que ça peut changer, que rien n'est fixé, mais il dit en ordre d'idée, c'est qu'il y aurait 4 gradations de salaire. Et là, moi, c'est le truc qui m'a toujours fait un peu halluciner avec Bernard Friot. C'est qu'au lieu de, pour remplacer le fait qu'il y ait des patrons, des salariés, des inégalités salariales, il dit il faut 4 grades de salaire socialisé, donc de revenus, puisque c'est plus du salaire, étant donné que tout le salaire est socialisé. 4 grades qui seraient sur des bases de qualification. Donc il dit pas c'est des diplômes, mais il dit c'est des qualifications similaires à des diplômes qui seraient donnés par la société et non par l'État, mais ça suppose à mon avis une homologation d'une manière ou d'une autre. Parce que Une bureaucratie. Voilà, une bureaucratie, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et donc Sylvain, s'il avait un niveau bac ou inférieur, donc un niveau de qualification et non un niveau de diplôme, parce que la qualification ne serait plus le diplôme, il serait à 1 500 euros. S'il avait un niveau licence, il toucherait environ 3 000 euros. Donc ça, c'est sur le site du réseau salarial. Peut-être que ça peut changer selon l'inflation, etc. Et s'il était l'heureux détenteur d'un Master 2 pour le même travail, il toucherait 4 500 euros, ou pas travailler. Et s'il était docteur, donc comme Bernard Friot d'ailleurs, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant, c'est que Marx dit que les gens, leur idéologie qui est en adéquation avec leur position de classe, ça serait 6 000 euros, x 4. Donc on aurait une échelle mobile du revenu garanti d'existence selon la qualification. Et là, moi j'avoue, là on rentre dans un truc assez farfelu, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu l'exposé de la pensée de Friot. Qu'est-ce qui changerait à part ça? Pas grand chose. Il n'y aurait pas de dissolution de l'État, il y aurait toujours une police, toujours des prisons. Une armée. Par contre, les patrons, du coup, comme tout partirait en cotisation, ils seraient plus propriétaires des moyens de production, étant donné qu'ils n'auraient plus les moyens de les payer. Mais vu qu'ils auraient un revenu garanti d'existence, ils resteraient, mais ce serait un peu des directeurs d'usine, comme autant des entreprises d'État ou de l'URSS. Et tout ça, c'est assez flou, quoi. Il y a une belle idée, mais ça, voilà, c'est flou. Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal à l'envisager, mais si on en parle, c'est quand même que Friot, c'est quelqu'un qui pèse. Par exemple, la CNTSO, ils l'ont invité pour les former. C'est des gens qui pèsent un peu au sein du mouvement social. Il y a le réseau salarial, donc, qui est composé de ses plus fervents disciples, qui peut parfois être virulent d'ailleurs, on en reparlera. Et voilà, donc je pense que à la fois ça paraît séduisant, et à la fois on se dit, mais moi personnellement je suis communiste libertaire, je suis pour une révolution, je suis pour qu'il y ait un mouvement réel des exploités pour abolir l'État, pour abolir le capital, et on est très loin du compte. On est très très loin du compte, et c'est ça qui me pose problème avec Friot. Voilà, donc je sais pas, est-ce que je poursuis sur les critiques qu'on peut avoir là-dessus, ou peut-être que pour casser la monotonie, vous voulez intervenir un peu, et je reviens après. En tant qu'animateur, tu penses moi j'aurais juste une question, si je peux me permettre. On en parlait il n'y a pas si longtemps, sur cette question qui reste un peu floue chez Friot, je trouve, de la situation internationale dans laquelle ça se situe son projet. Est-ce que tu peux préciser, est-ce que c'est un pur protectionnisme presque autarcique qui propose, ou bien est-ce qu'on maintient quand même un libre-échange? Parce que chez Friot, ce qui pose problème, c'est que c'est une réforme radicale nationale, et c'est pas anticapitaliste au sens strict, du coup c'est pas internationaliste. Et ça, faut aussi lui opposer ça sur le principe, je pense. Comment il pense le contexte internationaliste? Est-ce qu'il pense que si on met en place son salaire socialisé en France, ça va pouvoir faire des petits un peu partout? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Est-ce qu'il est, en tant que communiste a priori, ou membre du parti communiste, il devrait être préoccupé par cette question internationaliste, et ça a l'air assez peu présent dans ses discours. Donc est-ce que toi, tu as lu des choses là-dessus? Moi j'ai rarement lu des propos... Le socialisme dans un seul pays. Voilà, et puis d'un point de vue militaire, on en parlait,
s'il y a une pure autarcie d'un pays aussi fort économiquement que la France aujourd'hui, il y a quand même un gros risque militaire, je pense, de se refermer comme ça. C'est ce qui propose que la France devienne la Corée du Nord, en gros. Peut-être que j'exagère, mais c'est comme ils précisent pas les choses, on sait pas du tout ce qu'il veut dire là-dessus. Donc est-ce que toi tu as des infos là-dessus? Et ben moi je pense qu'il faut, pour pas diffamer ce cher Non, je veux pas te Bernard diffamer, Friot, c'est con. je Je pense- peut-être été outrancier. Hein, Non, pas du tout, mais je pense qu'il faut partir du principe que c'est pas quelqu'un qui est dans une perspective de transformation globale basée sur le mouvement ouvrier, le mouvement du travail. Voilà, au contraire, je pense que Friot s'inscrit dans un courant que j'appellerais le réformisme illusoire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le réformisme, la social-démocratie, hein, qui prétendait plus ou moins gérer de manière keynésienne le capitalisme en améliorant les conditions des travailleurs. Et maintenant, ça a disparu, hein, les sociodémocrates sont totalement... l'ancienne social-démocratie, maintenant c'est le PS, le SPD, c'est juste des gestionnaires du capitalisme qui ne prétendent même pas donner des miettes aux ouvriers. Et par contre, il y a la naissance de ce que j'appellerais un néo-réformisme, un réformisme radical. Il y a d'un côté, on va dire, un peu le populisme de gauche à Syriza, Podemos, qui abandonne la référence au prolétariat. Et c'est un point commun. Friot ne fait pas ça, par contre, hein, faut pas l'enfoncer totalement non plus. Mais après, tu as des gens qui proposent on va dire, des systèmes, des mesures miracles. Et Friot en est un. Lui son système, c'est pas quelque chose de global. Il est basé sur on socialise tout, on prend tout le salaire d'un côté, de l'autre on donne de l'argent avec des grades, et il pense pas plus loin. C'est-à-dire que si demain les propositions de Friot venaient à être mises en œuvre, outre le fait que l'économie capitaliste s'effondrerait très rapidement sans pour autant laisser place à une économie communiste, genre tirer au McDo, payer ton Big Mac 7 € pareil, c'est juste que tous les salaires partiraient dans une caisse, ce qui serait médié. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de réflexion par rapport à l'international, c'est pas un système, c'est une mesure miracle d'une réforme illusoire, hein, qui a, par la capacité de sa simplicité, par l'enrobage, l'usage assez malhonnête que Friot fait de Marx, du coup ça donne l'impression que c'est radical et que c'est plausible. Voilà, que c'est possible, c'est plausible, mais c'est simple quoi. C'est genre, il y a une idée, c'est juste que. On étend. C'est juste que c'est n'importe quoi. Et moi je pense que ça nous ramène à un truc, c'est Larry Portis qui était un communiste libertaire qui est malheureusement décédé depuis quelques temps. Il disait que le capitalisme, il n'était pas en train de basculer vers un truc postmoderne, néo, plus compliqué, transhumaniste. C'est que ce qui se passe au mouvement du capital depuis le début de la crise, c'est un retour à la société du 19e siècle, à la barbarie capitaliste du 19e siècle, qui a été un peu avec on va dire, un taux de croissance, d'accumulation du capital réduit, et une barbarie accrue parce que la bourgeoisie peut se le permettre. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la pensée, on revient aussi au 19e siècle au sein du mouvement ouvrier, du mouvement du travail, qui est très très affaibli. Et y compris intellectuellement, l'hégémonie marxiste n'a jamais été autant remise en question. C'est quelque chose qui est pas, à mon avis, anodin non plus, quoi. Et il faut savoir que, je sais pas si vous avez lu le manifeste du Parti communiste, il y a une partie qui est consacrée au socialisme utopique. C'est-à-dire, avant qu'est-ce qu'on connaisse, on connaît d'un côté les deux grands courants, l'anarchisme, de l'autre côté le communisme, et en gros la social-démocratie qui donne lieu au marxisme-léninisme tendance autoritaire et à la social-démocratie, qui sont à peu près tous d'accord sur la vision de lutte des classes, etc. Avant, il y avait un fourre-tout, un gloubi-glouba de gens qui proposaient des utopies en disant des systèmes un peu fermés avec des mesures, en disant maintenant il faut telle mesure. Bon, il y avait Fourier, le phalanstère, il y avait Owen, il y avait Saint-Simon qui parlait du développement de l'industrie. Et c'est des gens, ils se bornaient à dire j'ai un système, j'ai pas trop de moyens d'y faire, peut-être qu'on va aller créer un phalanstère et réorganiser nos désirs ou je sais pas quoi comme Fourier. Et moi il me semble que Friot c'est quelqu'un qui au final, de par son caractère assez farfelu, son réformisme illusoire, se réinscrit dans ce grand retour en arrière. Et qui ramène la pensée vers un socialisme utopique. Et je pense que c'est l'affaiblissement aussi de nos mouvements qui fait que c'est quelqu'un qui a la capacité à avoir une audience avec cette idée. Je pense qu'il faut la démonter aussi. Et ça fait longtemps que je tiens le crachoir, donc
je vais vous laisser Je vais critiquer justement ces mesures friotistes. Voilà. Je voulais juste répondre sur... ouais, je crois que les socialistes dont tu parles, c'est aussi ceux à propos desquels Marx a dit à la fin des années 1870, comme il se disait marxiste, parfois, je ne suis pas marxiste. Donc c'est assez révélateur que Marx, en voyant que Friot aujourd'hui se dit marxiste, peut-être dirait je ne suis pas marxiste au sens de Friot. En tout cas, ça rejoint ça. Mais en tout cas, moi ce que je veux dire du point de vue internationaliste, c'est que quand même il faut penser ça même du point de vue de Friot, parce que son truc, c'est une réforme radicale, mais super radicale. Il faut quand même plus ou moins exproprier la bourgeoisie quand même pour mettre en place le salaire socialisé, non? Il faut quand même abolir la propriété lucrative des moyens de production. C'est une condition nécessaire. Bah, ils restent en tant que techniciens, mais ils restent sont en quand tant même que expropriés de leur gestionnaires. capital. Voilà, par Ils sont exemple, expropriés d'une certaine manière. il y aurait toujours un conseil d'administration et un grand patron, mais juste tu toucherais un grade, je sais pas, il se prend 6 grade 000. 3 ou 4. Voilà, mais c'est quand même un déclassement assez important Ouais. pour la bourgeoisie qui mobilise des moyens, je pense, si vraiment on veut mettre en Il place n'acceptera pas il y a des facilement, moyens de lutte super violents, donc une lutte nationale super violente, qui dans un système global engage forcément des luttes diplomatiques, géopolitiques. Donc si on pense pas ça, Parce que tu dois aussi voilà, exproprier du point de vue Friot, le capital international, qui on est- lui peut même voilà, pas être cotisant, c'est- quoi. quand je disais la question militaire internationale, elle se pose avec Friot parce que c'est une violence qui est faite à une bourgeoisie nationale déjà très puissante, même à un niveau plus global, je pense, qui donne à penser. Donc c'est aussi quelque chose de dangereux de ce point de vue-là. Et donc le fait que Friot ne thématise pas la question de l'internationalisme, ça pose un problème. Ouais. Et ensuite, deuxième chose, s'il ne la thématise pas, on ne sait pas s'il propose une pure autarcie, un pur protectionniste, si jamais ça fonctionne son système. Si c'est le cas, alors de ce fait, voilà, on est vraiment dans un système fermé qui, dans une économie marchande mondialisée, ne fonctionne plus. Et on n'a même plus de valeur au sens économique à l'intérieur du pays, puisque la valeur, Marx il le montre très bien, elle ne se conserve dans l'économie que quand elle augmente, que quand il y a de l'accumulation du capital. C'est AMA', c'est l'exploitation de la force de travail. Donc si on n'a plus qu'une valeur publique, plus d'exploitation immédiate de force de travail et plus de plus-value, on n'a plus de valeur. Donc ça me paraît même plus d'un point de vue économiquement, ça paraît très problématique. Donc moi je suppose qu'avec Friot on maintient quand même un libre-échange relatif, et c'est là que je lui reproche aussi le fait que le consommateur, voilà, c'est vraiment des hypothèses que je formule parce que lui-même ne thématise pas toujours ça, mais si jamais dans le système de Friot on maintient quand même un libre-échange, le consommateur, voilà, qui a des conditions de vie plus décentes, éventuellement, il continue à bénéficier de l'exploitation de la force de travail dans certains pays en voie de développement. Et donc, moi, je considère que c'est contre-révolutionnaire d'un point de vue internationaliste. Et ça, c'est très dangereux quand on se dit communiste aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit du communisme cohérent de ce point de vue-là. C'est plutôt là-dessus que je voulais insister. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez Friot, c'est cette idée de réforme radicale simplement nationale qui est en train de proliférer un peu partout. Ça pose problème. On l'avait vu aussi avec Lordon, c'est vraiment un problème aujourd'hui que voilà, on n'est que des propositions nationales, fragmentaires, qui en plus ne sont pas cohérentes dans un système où voilà, il y a un standard de productivité moyen qui est maintenant global, il y a voilà, une économie mondiale, on ne peut pas penser les choses en termes nationaux, et donc ça devient des utopies. Donc pourquoi parler pour ne rien dire finalement? C'est ce que tu disais, des réformes illusoires qui donnent du rêve, mais voilà, qui en fait ne propose rien de faisable, de concret. Et c'est ça qui est le plus marquant, je trouve, chez Friot, c'est que c'est absolument infaisable. Même autant sur un plan national que sur un plan international, parce que c'est deux plans qui se complètent. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très étrange que... voilà, il est au Parti communiste encore. Ouais, c'est un compagnon en route tout cas, du c'est un front de compagnon gauche, je route. pense. Ouais. Je trouve ça étonnant, voilà, qu'il y ait à ce point un renoncement à la vocation internationaliste, qui est la base même, lointaine, hein, qui est lointaine. qui est hein, le très renoncement. lointaine évidemment, mais qui est la base même de l'anticapitalisme. On le voit, c'est un système, le capitalisme. On peut pas. Sinon, voilà, on a des réformes nationales et des capitalismes nationaux. Moi, je trouve ça assez choquant. Voilà. Du coup, c'est ce que je voulais dire concernant cette question de l'autarcie qui n'est pas du tout questionnée. Et bah du coup, effectivement, moi une des critiques fortes qu'on pourrait faire à Friot, c'est que dans son système, il ne pense qu'à l'échelle nationale, et pour la mise en place de son système, ça nécessite quand même une expropriation du capital national et du capital international. Bon, je pense pas que les multinationales qui ont investi en France se satisferont de 6 000 € de cotisation, quoi.
enfin ça paraît en tout cas peu probable, que Toyota accepte de se faire exproprier son usine de Valenciennes contre un peu de cotisation de monnaie et ça c'est donc ça nécessite une expropriation du capital national et mondial, et en plus, comme dans le système de Friot, et là il en fait un gros avantage, pour qu'on ne puisse pas l'accuser qu'il veut un capitalisme d'État de type de l'Union soviétique, de Khrouchtchev, il n'y a pas de travail obligatoire. Tout le monde a une cotisation, c'est le revenu garanti, mais on est un petit peu plus large. Et d'autre part, il libère les individus du diktat de la rentabilité et de la productivité, dans son schéma. Le problème, c'est comment est-ce qu'un capitalisme national peut fonctionner s'il n'y a pas de travail obligatoire et s'il n'y a pas de diktat de la productivité et de la rentabilité. À l'échelle internationale, soit on reste dans un libre-échange, et là, plus personne ne voudra des marchandises françaises, à part quelques sacs Vuitton faits artisanalement. Et du coup, se pose la question, une autre question internationale, c'est qu'il n'y a pas de révolution mondiale dans son système. Ça veut dire que tous les autres pays sont encore capitalistes, ou au moins une grande partie d'entre eux. Et du coup, comment est-ce qu'ils remboursent la dette à tous ces investisseurs étrangers? Est-ce que ces investisseurs étrangers vont accepter de se faire exproprier et en plus que la dette soit liquidée, sachant que la dette ne pourra pas être remboursée puisque si on n'est plus sur le capitalisme ne peut pas fonctionner selon des lois plus sympas. Il y a des lois, il faut de productivité, de compétitivité, de rentabilité. Si le système capitaliste de Bernard Friot prétend aménager ces lois, il est plus rentable à l'international, il ne peut pas rembourser cette dette, donc non seulement il exproprie le capital national et international, mais en plus il annule la dette. Et or, on sait très bien que c'est aussi pour ça que Syriza ne l'a pas fait, c'est parce que quand on est dans un contexte national, et qu'on n'est pas dans un contexte de révolution mondiale, ça c'est mené inévitablement à ce que les autres pays capitalistes évidemment attaquent d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc du coup, c'est un petit peu ça, c'est qu'on voit difficilement, Friot veut faire à la fois quelque chose qui a l'air très simple, mais qui en réalité a quand même des implications qui fait qu'il va inévitablement s'exposer à une espèce de contre-révolution mondiale. Vas-y. Ouais, et moi je voudrais abonder dans ton sens parce que là on a une proposition. C'est quand même, je sais pas, donc le McDo ou Sylvain Boss par exemple donne l'ensemble, pas des revenus, mais des salaires à une caisse. Mais la question c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'il y a une transformation sociale, donc de la situation présente, à une situation où il y a encore la monnaie, l'échange, mais ce système de cotisation poussé, quoi. Et je pense que ça c'est vraiment un angle mort, et c'est ce qui rend vraiment l'avancée de Friot un peu pas ridicule, parce que j'aime pas des superlatifs pas comme ça, mais voilà, ça interroge, c'est comment penser à la transformation sociale, c'est comment est-ce que à un moment, donc il y a l'État, l'impôt, la police, les CRS, à un moment ça bascule, ça se transforme. Est-ce qu'il y aura un parti du salaire socialisé, le PSS qui se présenterait aux élections en espérant les gagner, qui réformerait la Constitution et qui attaquerait le droit de propriété au final? Et que, je veux dire, est-ce qu'on est dans une voie réformiste classique? Est-ce qu'il faudrait au contraire une grève générale insurrectionnelle comme ce que par exemple les libertaires veulent défendre pour abattre le capitalisme, battre dans la rue le maintien de l'ordre, prendre la tête des instances de l'État, mais maintenir le système capitaliste avec des cotisations? C'est un peu dommage, quoi, de faire une révolution pour ça, quoi. Est-ce qu'il faudrait faire une révolution pour mettre en place ce système de cotisation? Voilà, moi ça m'interroge quand même pas mal, mais il n'y a aucune pensée de la transformation sociale. Donc ça c'est une première chose, et la deuxième chose c'est une fois, là, faisons le bon de penser de dire que ça a été possible, que là avec ce claquement de doigts on est mis en place, on est gagné, c'est la possibilité de mettre en place ce salaire socialisé. Mais là déjà on est dans un truc, moi je veux bien, mais non, déjà j'y crois pas. Mais qui est-ce qui collecterait ça? Parce que c'est un sacré bordel. Il faudrait que chaque entreprise, comme maintenant l'URSSAF collecte des cotisations, en plus de ça il y a l'impôt sur les sociétés, il faudrait que l'URSSAF collecte l'ensemble des salaires, donc ça serait une usine à gaz de fou, quoi.
Mais c'est une énorme bureaucratie Voilà, en fait. il faudrait qu'il y ait une énorme bureaucratie qui arrive, parce qu'il y a 26 millions de salariés en France qui récupèrent donc ces 26 millions de cotisations dans l'ensemble du fruit de la part du travail, et je suppose aussi de la part des profits, hein, parce que Oui, 100% des profits voilà, vont à plus l'État. les je crois. profits qui seraient récupérés, donc il y aura un régime fiscal où toute la thune qui rentrerait serait récupérée directement, et un système d'allocation derrière où chacun recevrait de l'argent selon les 4 fameux grades, hein, et un système de qualification, parce que bon, je suis désolé, et ce système de qualification, ça serait aussi une énorme usine à gaz qui dit que c'est plus des diplômes, donc les diplômes c'est quand même un cadre national avec des acquis dans lesquels l'éducation s'insère. Là, il y aurait des qualifications qui permettent d'atteindre un grade, mais moi, je veux dire, je suis dans le système de Frio, je suis pas débile. Moi, j'aurais envie d'arriver au grade à 6 000 euros au lieu de 1 500, parce que le travail réalisé est exactement le même, mais le revenu peut varier de 1 à 4. Donc, sur le même poste, Sylvain, s'il est docteur, il touche 6 000 euros, son ami qui n'a pas le bac, il touche 1 500. Donc, il y aurait un énorme enjeu autour de la qualification, et qui est-ce qui délivrerait ce qu'il dit, c'est une habilitation sociale, validation sociale. C'est pas à l'acclamation dans la rue, quoi. Voilà, qui est-ce qui validerait ça? Donc je pense qu'il y aurait d'énormes enjeux, et il y aurait une bureaucratie de fou. Et est-ce que ça serait des caisses décentralisées et autonomes, ou est-ce que... Ça, c'est la théorie. Voilà, mais la moi, pratique... moi, genre les caisses décentralisées et autonomes qui attribuent des capacités d'avoir des revenus supérieurs, moi je trouve ça super. Sachant que voilà. c'est un système unitaire, donc forcément Voilà. c'est une bureaucratie unitaire. Mais moi, à mon sens, ça serait une énorme usine à gaz étatique, et il n'y a aucune réflexion non plus là-dessus, aucune pensée Critique à de la transformation sociale, aucune critique de l'État. Surtout que ce que tu dis Voilà, sur il pourrait y avoir de la corruption aussi, parce que, je sais pas, par exemple, moi je suis maçon, je te construis ta salle de bain gratuitement, parce qu'il faut quand même dépenser de l'argent. Et toi, dans l'hypothèse où tu es un enseignant, tu peux livrer une habilitation, te faire passer du niveau 1 ou du niveau 2, il faut avoir de la corruption assez poussée aussi. Hein. Bon, bref, voilà, en tout cas, c'est cette absence de pensée de la transformation sociale qui me fait dire, voilà, on est dans le réformisme imaginaire, quoi. Voilà, ce que tu dis sur l'absence de transformation sociale, ça pose la question de maintenir une hiérarchie selon les qualifications, qui certes est mouvante, mais qui dans un cadre où voilà, on est dans un processus historique où il y a évidemment une inégalité des chances selon les origines sociales, etc. Si on ne pense pas voilà, des façons de structurellement de modifier ces inégalités, finalement, avec tout ce que Bourdieu a pu décrire concernant voilà, les capitaux symboliques, culturels, etc., du coup, on va peut-être risquer de cristalliser des inégalités qui n'auront pas été pensées à la racine dans une transformation sociale. Est-ce que ça, on peut lui reprocher ça, le fait oui, de... la bourgeoisie pourrait se retrouver au grade 4, et les ex-bourgeois et les ex-prolos se retrouver au grade 1. Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir cristalliser des inégalités pour les réguler, les rendre plus vivables, mais sans pour autant penser cette transformation sociale qui rendrait possible, voilà... Et moi, je pense aussi, et je laisse la parole à Sylvain parce qu'il n'a pas encore parlé, moi, ça me fait penser, on parlait de Marx, qui critiquait certains marxistes. Il critiquait aussi le parti ouvrier allemand dans la critique du programme de Gotha. Et dans la première partie, Marx il critique l'idée de maintenir l'idée de rétribution du travail. C'est-à-dire, il y a certains communistes de son époque, certains ouvriers de son époque, voulaient redistribuer plus égalitairement la valeur, mais sans changer le droit formel bourgeois qui considérait voilà, la valeur quantitativement. Et Marx dit l'idée même de rétribution et l'idée même de rétribution juste du travail n'est pas formellement, en fait, renvoie à une inégalité réelle, parce que les travailleurs n'ont pas tous les mêmes talents, les mêmes compétences, les mêmes désirs, ni les mêmes origines. Donc un travailleur qui prend 2 heures à travailler selon ses talents, il faut peut-être plus de facilité qu'un autre qui a moins de talent, ou moins de disposition, ou d'autres origines. Et de ce fait, une rétribution égale renvoie en fait à une inégalité de fait, à une injustice voilà, de fait. Et j'ai l'impression que Marx pourrait adresser cette critique qu'il formule dans le programme de Gotha à cette cristallisation voilà, d'une certaine rétribution dite juste du salaire socialisé chez Frio. Moi j'ai vraiment cette impression-là quand je vois Frio, même si on dit qu'il est revenu sur cette idée de qualification hiérarchique, le principe même, à la base de rétribution dite juste du travail, formellement et quantitativement, Marx il dit que ça ne fonctionne pas. Donc on n'a plus du tout à faire voilà, quelqu'un qui a lu les textes de Marx, je pense. Ou en tout cas qui et là-dessus d'ailleurs... S'il les a lus, bien sûr, mais il y en a qui préfèrent ne pas lire. Dans le programme de Gotha, Marx dit quand même que le but de la société, de l'émancipation, c'est
justement l'abolition de la rétribution Du salariat. du salariat, mais même de l'argent, de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. C'est ça l'objectif, c'est le communisme libertaire. Or, chez Friot, finalement, son système, il est figé. Alors, il y a beaucoup de friotistes qui vont dire oui, mais ça peut évoluer. Non, c'est un système figé qui ne peut pas évoluer, qui présuppose dans ses fondements le travail, la marchandise, l'argent, le capital, et sur lequel il ne pourra pas revenir. Et du coup, ça pose le fait que en fait, il n'y a pas de transformation sociale, au-delà du fait que c'est une transformation, cette réforme nous paraît impossible pour tout un tas de questions, il n'y a pas de transformation sociale, et du coup, Sylvain, qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme critique ? Alors, déjà, moi, je ne vais pas forcément défendre Bernard Friot, mais je pense que les friotistes sont déjà partis depuis un moment s'ils écoutent l'émission depuis le début. Mais par contre, je pense qu'il y a une influence de ces théories, parce que c'est un réformiste radical, mais il faut voir que dans le paysage intellectuel actuel, il y a un réformisme qui n'est pas radical et qui est encore moins crédible. Piketty, etc., toute cette mouvance-là, social-démocratie modernisée, et que Friot, quand même, est un peu différent dans le sens où il prend acte de certaines choses, notamment de la faillite du plein emploi, du système de plein emploi qui ne fonctionne plus, du CDI qui également est en voie de disparition, et Friot est une espèce de réponse, en tout cas une tentative de réponse, évidemment pas satisfaisante, à une espèce d'ubérisation de la société, à une espèce de précarisation généralisée, et en disant aux gens qui galèrent un peu, etc., dans mon système, vous aurez un emploi, alors il n'emploie pas le terme emploi justement, mais en tout cas vous aurez un travail et vous aurez un salaire socialisé pour votre vie. Donc il y a un côté un peu sécurisant, et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a une influence importante de ce modèle. Ensuite, effectivement, sur ce que ça pose, c'est que c'est un modèle aussi qui a l'ambition, contrairement à pas mal d'économistes de gauche, keynésiens, marxistes, etc., de proposer un véritable projet de société dans sa globalité. C'est pas on va taxer 1%, la taxe Tobin, etc., on taxe la finance, on ne va pas redistribuer à la marge par la fiscalité, etc. C'est un véritable modèle de société. Où il élabore, effectivement, ça se rapproche beaucoup du socialisme utopique, où on essaie d'imaginer une nouvelle société, alors qui n'est pas si radicalement différente, qui prend justement, c'est une partie de ses argumentations, hein, il dit je prends ce qui existe déjà, le système de cotisation sociale, l'assurance maladie ou la fonction publique pour l'étendre dans l'ensemble de la société. Mais c'est vrai que c'est extrêmement... ça occulte pas mal de problèmes. Et notamment le fait qu'on continue à travailler au McDo, pour le coup. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune critique du travail, puisque même Bernard Friot, dans la vidéo d'Usul, qui est un YouTuber qui a fait une vidéo qui serait très pro-friotiste, qui synthétise un peu ses idées, il dit « Je suis un promoteur du travail et je combats le capitalisme pour mieux organiser le travail. » Et d'ailleurs, il parle d'émanciper le travail. Je crois que c'est même le titre dans le... Et c'est le capitalisme, le plus grand promoteur du travail. Il faut peut-être dire que c'est indissociable les deux parfois. Ouais, Il faut peut-être arrêter de dire n'importe quoi. Ouais, il y a une espèce d'opposition factice entre travail et capital, mais surtout, il n'y a aucune critique sur les activités sociales que l'on occupe dans la société actuelle, comme bosser au McDo par exemple. Et ça, il ne critique absolument pas la discipline du travail, les contraintes sociales qui peuvent exister, et évidemment les liens de subordination avec tout ce tas de grades. On ne précise pas si celui qui payait 6 000 € va donner des ordres à celui qui est payé 1 500 €. Ce qui est aussi un des problèmes aussi dans le monde du travail actuel, c'est ce système de hiérarchie. Et puis l'autre problème que je vois, c'est quel sens on donne à ces activités. Est-ce que par exemple il y aurait des usines d'armement aussi avec le système de Bernard Friot, ou est-ce qu'on essaie de réorienter totalement la production vers des activités qui ont du sens dans une perspective communiste libertaire, dans une perspective émancipatrice, ou bien est-ce qu'on continue à faire exactement la même chose qu'avant, mais en ayant cette espèce de barème nouveau. Voilà.
Et évidemment, moi, je partage beaucoup aussi la critique sur l'angle mort d'une absence de stratégie de transformation sociale, puisqu'on est dans une espèce d'utopie de laboratoire où il y a une espèce de bonhomme qui a inventé ce système absolument tout seul. Alors ça sort pas de nulle part parce qu'il a fait des travaux sur la cotisation sociale, etc. Mais la démarche est quand même extrêmement particulière où il y a voilà, un truc, modèle de société élaboré par un intellectuel, un chercheur, qu'il veut imposer à l'ensemble de la société. On ne sait pas comment, mais en tout cas, voilà, on sait qu'il veut l'imposer à tout le monde, même aux gens qui n'en voudraient pas. Voilà. Et c'est évidemment déconnecté de toute forme de lutte sociale. C'est pas quelque chose qui émerge des luttes sociales, etc. C'est au contraire Bernard Friot qui va battre les estrades, notamment en 2010 au mouvement des retraites. Il allait battre les estrades pour dire, voilà, à toutes les organisations du mouvement social, y compris libertaires, de dire, voilà, moi j'ai un système alternatif, une proposition de contre-réforme, etc., etc. En revanche, bon, je pense qu'on peut défendre une perspective utopiste, à condition que ce soit une utopie qui soit ancrée dans les luttes sociales, que ce soit des mouvements de lutte qui se généralisent, qui se radicalisent et surtout qui décident eux-mêmes, que les luttes décident elles-mêmes de leur propre forme d'organisation et de la société qu'elles souhaitent. C'est pas un intellectuel tout seul qui va nous dire comment on va s'organiser. Moi, je voulais rebondir là-dessus aussi sur quelque chose aussi qui a été assez symptomatique du temps aussi d'un théoricien comme Marx qui pouvait donner l'impression de proposer un programme pour les luttes. Je crois que dans une lettre à Henry Hyndman, vers la fin, assez tardivement, il dit « Il n'est pas souhaitable qu'il y ait des noms de livres ou d'auteurs dans les programmes révolutionnaires. » Et Marx a toujours été soucieux de s'effacer derrière les luttes et de laisser une autonomie révolutionnaire des luttes et une autonomie du théorique. Et ça me paraît hyper important de le dire, un intellectuel isolé ne représente pas la lutte. Et si par malheur, vraiment, on mettait en place, parce que tu dis que c'est déconnecté des révolutions sociales, mais pour le mettre en place, il faut des révolutions sociales. On a vu expropriation, la propriété lucrative des moyens de production, abolition de la propriété lucrative des moyens de production, c'est très violent. Donc si jamais il y avait assez de gens qui étaient derrière, donc du coup toute la révolution sociale serait tendue vers un objectif théorique pensé par un homme ou un petit groupe d'hommes isolés. Si ça se réalisait, là on est en train de parler du fait que ça pourrait se réaliser. Je ne pense pas que ce soit possible, mais si ça se réalisait, il y aurait un écueil autoritaire du théorique et du spécialiste, de l'expert. C'est l'avant-garde, la nouvelle avant-garde. C'est même pas la question de l'avant-garde, c'est vraiment même la question, parce que l'avant-garde elle peut être militante, mais là c'est l'avant-garde du pur théoricien. Le parti, quoi. Voilà, et je crois que Marx, voilà, quand il écrivait ça à Hyndman, il pensait à ça. Et l'idée même de marxisme, je pense, a pu un peu déplaire à Marx, parce que Marx, il pensait plus à une idée de communisme qui n'était pas forcément associée à son seul nom. Il s'associait à des luttes, à des écrits, il était dans une globalité. Donc moi, je trouve ça vachement dangereux, aussi cet écueil autoritaire, surtout quand on dit qu'on veut émanciper la société. Dire qu'on veut émanciper les gens tout en disant je sais appliquer mes outils d'émancipation à moi, qui est la vérité entre guillemets, c'est le contraire de l'émancipation. Et l'idéologie bourgeoise, c'est vraiment ça, c'est une théorie pure qu'on applique au dit peuple, entre guillemets, un mot que je déteste, mais c'est une idéologie pure qu'on applique. C'est vraiment une démarche très encadrante, bourgeoise, au sens de l'encadrement aussi que pense Alain Bier. Et moi, je trouve ça, il y a un écueil autoritaire qu'on pense rarement avec Friot, mais qui, moi, me fait peur et qu'on rencontre aussi parfois avec d'autres penseurs dits critiques ou radicaux. Ça, il faudrait le penser aussi, je pense, et avec, pourquoi pas, si ça fonctionnait, un culte de la personnalité. Ouais, mais je pense que c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire. Et c'est cool que tu aies parlé de Marx et d'Alain Bier, parce que Alain Bier a fait une critique de Friot par rapport à la notion de valeur, et il dit que c'était Fight Club, c'est pas en se mettant des plumes au cul qu'on devient un poulet. Et Bernard Friot prétend être marxiste, c'est-à-dire qu'il en utilise des oripeaux, mais Alain Bier dit qu'il a une compréhension très faible de ce qu'est la valeur. Et quand même, si on veut parler d'économie
et pas d'un point de vue néolibéral, mathématicien qui justifie les inégalités, mais d'un point de vue de transformation sociale, justement, il faut se dire qu'est-ce que c'est la valeur. Et je rappelle que Marx il dit il y a la valeur d'usage, c'est-à-dire c'est l'utilité que les choses ont pour toi, et il y a la valeur d'échange, et c'est la valeur qui se matérialise dans la monnaie. Et c'est par le fait qu'il y ait une valeur d'échange dans le cadre du capital qu'il y a l'exploitation. Parce que je rappelle que on va pas faire un exposé de marxisme parce que ce serait peut-être un peu redondant pour les auditeurs qui n'ont pas encore décroché de cette émission. Mais en gros, c'est par le procès du travail, il y a une partie de, on va dire, je sais pas, donc Sylvain, il produit, donc toujours un McDo, il produit 15 Big Mac de l'heure. Le prix des locaux, les 15 Big Mac, 10 Big Mac, comme ça c'est plus simple. Un Big Mac est vendu 7 €, il produit 70 € de service, donc de Big Mac. Le steak, les pains, ça coûte 1 €, 1,50 €. Disons 1 €. 1 €, voilà, hein, c'est plus simple. Les locaux, parce que les locaux, les machines, ça a un coût, on va dire, ça revaut 1 €, 1,50 €. Et le travail de Sylvain, donc pour produire ces 70 € de Big Mac, t'es payé au SMIC. Donc c'est 15 € en super brut, avec justement le salaire indirect. 15 € on divise par 10, ça fait 1,50 €. Là c'est du fictionnel. Mais si on est sur du 1 €, 1 €, 1,50 €, ça veut dire que le coût pour le patron du Big Mac, c'est 3,50 €. Or, il le vend 7 €. Et comment est-ce qu'on est parti de marchandises qui initialement valaient 1 € de pain, 1 € de local, 1,50 € de travail de Sylvain par Big Mac à 7 €. Et ça, c'est le travail qui est une marchandise particulière qui génère de la valeur et qui, par le processus de valorisation, permet justement une création de valeur et de richesse. Donc, sachant que Marx ne conçoit pas la richesse et la valeur exactement comme la même chose. Et ce qui est très intéressant avec Friot, donc il prétend être marxiste, mais il ne se pose pas la question de l'abolition de ces rapports de valeur et de valeur d'échange. Et moi, il me semble quand même que ce vers quoi on devrait tendre, c'est l'abolition de la forme monétaire et des formes du capitalisme. Parce que c'est des formes qui ne sont pas neutres, c'est des formes qui ont une logique intrinsèque, et juste changer le mode de cotisation ne suffit pas à changer ce mode intrinsèque. Et je pense que la perspective, c'est l'abolition de l'argent. Donc, j'ai eu l'occasion de la valeur, du travail. De la valeur, voilà, De l'argent en des tant qu'argent. catégories du capital. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de défendre ça face à des adeptes de Friot et du réseau salariat. Et je peux vous dire que c'est un angle mort de leur pensée. Hein. Et d'ailleurs, ces adeptes, donc les adeptes de Bernard Friot, hein, je ne parle pas pour Bernard Friot, mais c'est des gens qui peuvent être très très pugnaces, très parfois de mauvaise foi, qui ont des pratiques de trolling, ils accusent, ils font des procès d'intention sans forcément avoir beaucoup d'arguments. Et là on est à cette discussion sur le revenu garanti et le salaire socialisé, on est arrivé à un mur, c'est-à-dire que les adeptes du réseau salariat de Friot, ils n'imaginaient pas une société sans argent. Pour eux ils disaient une société sans argent n'est pas une société, c'est un ramassis de primitifs. Et là, on leur a expliqué, il n'a pas dit ramassis de primitifs, il a dit c'est une société primitive qui ne forme pas société en tant que telle. Donc c'est l'état de la horde ou de la bande. Et pour eux, ils ont... C'est la seule forme de lien social possible. Donc la société civilisée, c'est le capitalisme. Voilà, ils ont une incapacité à sortir du cadre du capital, alors que, par exemple, l'Égypte, la monnaie quand même, elle est inventée au 7e siècle, avant Jésus-Christ, en Lydie. Mais sauf qu'avant, il y a eu Babylone quand même, qui a inventé les mathématiques modernes. Il y a eu l'Iliade, Homère, la première époque de la Grèce, l'Égypte antique, les civilisations mésopotamiennes, l'Indus, des royaumes en Chine. Certaines civilisations précolombiennes sont très complexes et ce sont des sociétés. Et même dans la vie quotidienne du paysan, par exemple, au XVIIIe siècle, ils ne touchaient quasiment pas d'argent. Pourtant, c'était des sociétés, ce n'était pas des ramassis primitifs. Et je pense que ça, c'est cette incapacité, donc, au-delà de se mettre les plumes et les oripeaux du marxisme, à penser la valeur, ça implique l'incapacité de sortir des catégories du capital,
et c'est une faiblesse théorique plus profonde du friotisme, pas attaquer la personne, mais le système politique, hein, parce que ça se trouve bien Friot en tant que personne est quelqu'un de génial, mais c'est juste des désaccords qu'on a par rapport à ses idées. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette incapacité à penser l'exploitation et la valeur qui est... C'est une anthropologie capitaliste en fait, voilà, c'est ça. La nature de l'homme. Oui, on naturalise toutes les catégories et on les purifie, on les réaménage. Donc on va éventuellement faire une pause musicale pour permettre à nos auditeurs de se reposer 5 minutes avant d'enchaîner sur une deuxième partie. Oh, je voudrais tant que tout ça devienne des jours heureux et la misère finie. Mais maintenant, nous sommes des rebelles et l'on peut voir dans le monde aujourd'hui les bureaucrates se ramassent à l'appel. Tu vois, ça pourrait foutrement bien changer. Les bureaucrates se ramassent à l'appel. Leurs syndicats et leur parti aussi. Et la grève sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Je les assassine en Argentine. Nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur le port d'Anvers. Mais le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit. Et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis. Mais le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit. Et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aux théories de Bernard Friot. Et donc c'est la deuxième partie. Donc on est avec Matt de Tanquil et d'Alternative Libertaire, Benoît d'Alternative Libertaire et Sylvain de Zone Subversive. Alors on avait déjà fait une première critique pour une première série
d'à la fois de présentation du système de Bernard Friot et de critique. Je vais continuer en critiquant un certain nombre de contre-vérités que Bernard Friot assène, notamment dans son débat avec Anselme Japp et dans ses présentations publiques. Alors la première chose, c'est que c'est cette idée, et qui est liée au fait qu'il comprend mal la différence entre valeur d'échange et valeur d'usage, que Matt a déjà exposé dans la première partie de l'émission. Pour lui, c'est son idée que le retraité, là je cite quasiment littéralement, serait au travail, payé pour soi, producteur de valeur, et il produirait de la valeur sans produire de marchandises. Alors que si on a une définition minimale du travail comme cette forme moderne de l'activité, c'est Marx qui utilise cette expression dans les manuscrits de 1844, cette forme moderne de l'activité qui consiste à vendre son activité sous forme de marchandises. Marchandises travail, et y compris quand on est fonctionnaire d'État, on vend sa force de travail à l'État. Et d'autre part, du coup, donc le retraité n'est pas au travail, ce n'est pas un travailleur, et d'autre part, il ne produit pas de valeur puisqu'il ne produit pas de marchandises. Et or, la valeur, même si, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails de la différence entre la valeur et la valeur d'échange, mais évidemment, à un minimum, pour qu'il y ait production de valeur, il faut qu'il y ait production de valeur d'échange. Donc il faut qu'il y ait échange, et donc il faut qu'il y ait production de marchandises. Et donc là, c'est un peu un contresens de Bernard Friot, qui fait que il comprend, à mon avis, pas bien le fait que s'il n'y a pas de sécurité sociale, s'il n'y a pas de valorisation, s'il n'y a pas de production de marchandises, et donc de production de valeur d'échange. Et du coup, ça c'est une des grosses failles, c'est qu'il dit voilà, que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement grâce aux cotisations. Oui, mais pour qu'il y ait cotisation, il faut quand même qu'il y ait cette production de valeur d'échange, et donc il faut qu'il y ait cette production de marchandises, une production qui soit rentable, etc., etc. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait lui opposer dans son argumentation. Le deuxième point qui découle de celui-là, c'est que lui dit que les fonctionnaires ne connaîtraient pas le marché du travail, ils ne vendent jamais leur force de travail, ne sont jamais demandeurs d'emploi. Ils sont reconnus comme porteurs de la capacité à produire de la valeur économique. Ça, c'est un extrait du livre qu'ils ont fait avec Anselme Japp, qui est paru aux ateliers de création libertaire il y a quelques années. Et or, c'est faux. Évidemment, les fonctionnaires vendent leur force de travail, ils vendent leur force de travail à l'État. Simplement, ils ne la vendent pas, mais ils la vendent de manière quasi définitive. Après, ils peuvent en sortir, etc., etc., mais ils la vendent de manière encore plus longue qu'un CDI, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent, a priori, pas vraiment être envoyés, sauf par des procédures disciplinaires, etc., etc. Et la troisième objection, même si on en a déjà parlé dans la première émission, dans la première partie de l'émission, c'est son idée qu'il n'y aurait plus de marché du travail, qu'on n'est plus obligé de travailler, et que tout le monde serait payé avec des cotisations de minimum 1 500 €, avec évidemment une gradation. Et là, on peut se demander comment est-ce que ces cotisations universelles, qui seraient versées même aux non-travailleurs, seraient financées, voilà, alors que les gens ne sont pas obligés de travailler, alors que finalement, lui semble dire que dès qu'on produit de la valeur d'usage, on produit de la valeur d'échange. Donc, en fait, on pourrait presque, dans une espèce de version caricaturale de son système, se retrouver avec tout le monde qui se met en retraite et qui s'occupe de ses petits-enfants ou de ses enfants, qui va tondre la pelouse et qui reçoit 1 500 € à la fin du mois, mais qui correspondent à rien, quoi. Qui ne correspondent pas de la valeur produite. Et du coup, c'est un petit peu ça qui est très étrange et qui découle, et Beer le montre assez bien dans son article, de sa non-distinction entre valeur d'échange et valeur d'usage. Du coup, en fait, ce qu'on pourrait hypothéquer, c'est que le succès de Bernard Friot, c'est probablement lié à une espèce d'idéologie de fonctionnaires et de retraités, c'est-à-dire, c'est des mensonges rassurants, c'est le retraité produit de la valeur,
alors qu'il explique ça passe par un indicateur qui est très problématique, qui est le PIB, qui compte tout et n'importe quoi, même les plus-values financières, etc. etc. Il y a l'idée que la sécurité sociale, c'est une institution qui est extra-capitaliste, qui n'a pas de problème de financement, alors que bon, on voit quand même qu'il y a certains problèmes de financement, et qui serait même pas liée aux performances du capitalisme national, alors qu'évidemment, elle est liée aux performances du capitalisme national. Et ensuite, il y a aussi cette idée qu'il y aurait un bon salariat, un bon travail producteur de valeur, qui serait débarrassé des parasites. Voilà, des parasites, des patrons, de la propriété lucrative, voilà. Et on est vraiment dans le marxisme traditionnel, vraiment bas de gamme, quoi, là-dessus. Et donc, du coup, ce qui fait que le système de Bernard Friot, qui est basé sur une autogestion bureaucratique, parce qu'on voit qu'il y a une bureaucratie énorme. Or, d'ailleurs, on se souvient que le communisme libertaire dans les années 1870, il est né aussi parce que un certain nombre de gens, Kropotkin, les frères Reclus et d'autres, et Malatesta, dans le courant libertaire, se sont rendus compte que si on mettait en place le système collectiviste, c'est-à-dire à chacun selon son travail, et bien évidemment, il faudrait comptabiliser le travail, et donc on resterait dans un système marchand, etc., etc. Et donc du coup, ça nécessiterait une énorme bureaucratie qui probablement, qui pourrait pas aboutir à quelque chose de libertaire. Et donc du coup, finalement, Bernard Friot retombe en deçà, retombe sur un truc, un principe, il n'y a pas cette critique de la bureaucratie qui est prise en compte, même s'il essaye de faire semblant que cette bureaucratie ne serait pas que étatique, qu'elle serait un peu décentralisée avec les caisses, etc., etc. Mais à partir du moment où il est sur un système national unitaire et qu'il y a un État, on voit difficilement comment ça ne peut pas devenir une société bureaucratique. Et donc du coup, on pourrait presque dire que le système de Bernard Friot, c'est continuer de travailler, d'avoir un travail globalement à peu près pareil, pour des mêmes entreprises de merde, pour produire des mêmes marchandises de merde, pour une même vie de merde, des mêmes rapports sociaux de merde, un même état de merde, soumis à un même marché de merde, et donc du coup... Et un même contexte international de merde. Et un contexte international de merde. Et donc du coup, on peut se demander si, vu que pour remettre en place tout ça, il faut faire une révolution qui accouche d'une souris, la montagne accouche d'une souris, faire une révolution, expropriation du capital mondial et tout ça, pour ça, ce serait vraiment un peu idiot. Voilà. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Sylvain, là-dessus. Oui, alors effectivement c'est un peu idiot, mais ça correspond quand même à un courant politique qui est celui du Parti communiste français, voilà, qui a fait le choix à un moment donné de l'intégration du prolétariat dans la société capitaliste et contre l'idée d'une rupture avec le capitalisme et toutes les catégories du capital. Et que dans ce sens, effectivement, Friot, c'est la parfaite continuité de toute une partie du mouvement ouvrier, du mouvement social, de l'intégration de l'ouvrier, du salarié dans la société existante que l'on peut aménager, étatiser en général, administrer, etc. Voilà. Et ça correspond aussi au socialisme utopique de Saint-Simon, qui a influencé beaucoup aussi le mouvement ouvrier, notamment avec cette idée qu'il suffirait de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. C'est-à-dire que voilà, le problème, c'est que les gouvernements sont mauvais, que les patrons ne sont pas gentils, et il suffit finalement de réorganiser la société, évidemment la société existante, de changer des choses au niveau administratif, au niveau gestionnaire, bureaucratique, etc. Voilà, et que ça suffit. Alors qu'effectivement, l'enjeu d'un mouvement émancipateur, c'est de transformer tous les aspects de la vie, et pas uniquement de mieux gérer la société existante. Et dans le système de Bernard Friot, effectivement, on ne change pas grand-chose dans le quotidien de notre vie. On est juste, c'est une nouvelle forme d'organisation, mais au niveau qualitatif, au niveau émancipateur, au niveau du bien-être ou du bonheur, c'est pas vraiment quelque chose qui est mis en évidence dans le système de Bernard Friot. Et la posture d'ailleurs des gens qui défendent ça, c'est comment mieux gérer le capitalisme, comment mieux gérer la société existante.
Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a un très bon exemple là-dessus, c'est le fait que lui, ce qu'il propose, c'est qu'on reconnaisse, qu'on attribue de la valeur économique aux femmes au foyer. Mais du coup, c'était une critique que Benoît m'avait suggérée, c'est que du coup, en fait, tu changes pas cette division du travail, et du coup, tu institutionnalises un peu le patriarcat. Surtout s'il n'y a pas de transformation sociale. S'il n'y a pas de transformation sociale. Parce qu'on pourra dire oui, mais certains hommes pourront vouloir rester à la maison, etc., pour obtenir éventuellement un salaire socialisé correspondant aux tâches domestiques, ce que dit pas forcément Friot, mais plutôt ses disciples. Et ça n'est pas vrai, parce qu'il y a des structures patriarcales qui, pour être abolies, supposent des transformations sociales qui ne sont pas pensées par Friot. Donc de ce fait, on peut dire que ça institutionnalise des formes patriarcales, et que ça marchandise, mais ça ne les abolit pas. Oui. Donc c'est une égalité formelle, en fait, qui correspond en effet à une inégalité réelle, pour reprendre toujours l'idée de Marx du programme de Gotha. Ouais, moi je voulais élargir aussi à un autre truc, c'est que Friot, bon, on a été un peu, pas méchant, mais on a montré des critiques. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Friot, le salaire socialisé, moi je dirais que c'est la version la plus intelligente et la plus élaborée de tout un courant qui est sur les revenus, le garantisme, le revenu garanti, le revenu universel d'existence. Et c'est un truc où il y a toute une gradation il y a des néolibéraux qui sont pour le revenu inconditionnel. C'est-à-dire, voilà, on supprime toutes les allocations, et là on en revient sur la question des cotisations. Et on supprime toutes les allocations, le chômage, la sécurité sociale, les retraites, et on donne juste une allocation, donc pour ceux qui travaillent pas, il me semble, je souhaite que ce soit pour ceux qui travaillent. Et c'est un peu comme le RSA, mais on est un peu plus élevé. Et au final, ça paraît juste une baisse du salaire indirect, mais on est un peu dans la même logique. Après, il y a des trucs moins hardcore où c'est plutôt dans le mouvement des intermittents, donc ça a été un peu défendu par Gorbs, un peu par Negri. Où là il y aura un revenu garanti, un peu comme les intermittents, c'est quand on ne travaille pas, on a ce revenu garanti, sinon on l'a pas avec le travail. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce revenu garanti qui tombe et c'est plus le chômage sur les bases de cotisation. Et après il y a le truc qui dit, il y a un revenu garanti en tant que tel, qui sera un peu le salaire socialisé mais moins élaboré. Et donc c'est tout un courant, donc tout ce qui est le revenu universel d'existence, ça tourne énormément sur internet dans les trucs alternativistes. Et au final, je pense qu'on peut leur adresser les mêmes critiques qu'à Friot. Et surtout, il y a un truc, c'est la valeur aussi. Parce qu'ils ont une autre conception de la valeur dans laquelle Friot s'inscrit pas. Enfin, en tout cas, il en parle pas, mais peut-être que c'est un substrat de ce qu'il dit. C'est qu'en gros, il disait avant, la valeur était créée par le travail. Mais maintenant, on est dans le capitalisme postmoderne et on est dans le capitalisme cognitif. C'est-à-dire que, étant donné que l'ensemble, la valorisation est intellectuelle et que la plupart des boulots c'est de la com, par exemple, de la publication, des journalistes, en gros, c'est des gens qui vivent en appareil intramuros et qui disent que n'importe quelle activité en fait est créatrice de valeur. C'est par exemple quand tu vas cliquer sur je sais pas quoi, ou publier un truc sur ton blog, ou faire un mème, tu crées de la valeur. Et ça, c'est cette idée de la valeur par le capitalisme cognitif qui dit qu'à partir du moment où on crée de la valeur tout le temps, pourquoi est-ce que ça serait seulement au travail où on crée de la valeur et il faudrait sur le revenu d'existence. Et ça, je pense que c'est une idée aussi il me semble, qui est assez dangereuse, parce que je pense que la valeur d'échange, elle est créée par l'exploitation. Ça reste le cas, et ça, au final, c'est chez des gens qui sont extrême gauche qui vont masquer ça. Et Friot, il l'a pas dit, il s'inscrit dans ce courant, et c'est un truc qui est porté par ce courant, là, c'est pas un Lui, il est plus dans une théorie de la valeur comme quelque chose qu'on décide collectivement, et on l'alloue à ci, à ça. Et du coup, effectivement, il est en claire rupture avec la théorie de la valeur de Marx. Et il en fait une espèce de convention sociale. C'est une convention sociale, la valeur. Et ça, c'est les gens qui vont penser que Steve Jobs, par exemple, est un grand créateur de valeur. Mais là-dessus, on peut vraiment reprendre les catégories de Marx. La valeur dont on est en train de parler, la valeur cognitive, je pense d'un Steve Jobs par exemple. Steve Jobs, en fait, il ne crée pas de valeur tant qu'il n'est pas exploité, mais il propose un programme pour l'exploitation. Donc il crée de la valeur indirecte. Mais ça, c'est très clair, c'est une certaine portion du capital commercial qui va s'isoler, un capital promotionnel, marketing, qui va, en fait, être une programmation d'une forme d'exploitation. Donc les machines high-tech pensées par Steve Jobs, elles créent de la valeur dans la mesure où elles permettent, par exemple,
dans les pays En Chine. en Chine, l'exploitation désastreuse de travailleurs qui créent vraiment cette valeur dont on parle, qui est la plus-value, qui sont de plus en plus ignorés parce que là c'est une société spectaculaire qui pense que c'est les gens qui réfléchissent qui créent de la valeur. Non, ils proposent un programme pour l'exploitation et la valeur elle est créée à ce moment-là. Elle est créée par ceux qui extraient les minéraux, elle est créée par ceux qui assemblent les pièces dans des conditions désastreuses. Donc le fait que des gauchistes aujourd'hui disent c'est le capital cognitif qui crée la valeur, c'est des gauchistes qui sont en train de dire que ces travailleurs n'existent pas, ces masses de travailleurs qui sont des millions de personnes exploitées, parfois des enfants, n'existent pas et ne créent pas la valeur réelle. C'est extrêmement grave. Parce que c'est les discours des ultralibéraux en ce moment. Ouais, c'est les ultralibéraux qui disent que c'est capital cognitif. C'est un type aussi un peu apparemment anticapitaliste comme Jérémy Rifkin qui a l'air de dire des trucs comme ça aussi. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, vraiment la théorie de la valeur de Marx, cette idée que AM, A', argent, marchandise, plus d'argent, ce mouvement de la circulation du capital découle sur l'exploitation de la force de travail, ça n'a jamais été aussi actuel. Il faut bien distinguer capital commercial qui ne crée pas de valeur, capital financier qui ne crée pas de valeur, et voilà, le capital variable, la force de travail, qui est la seule force créatrice de valeur. Ça reste actuel, et ne pas le dire, c'est vraiment dire n'importe quoi, et c'est ne pas voir par exemple voilà, que un système national comme celui de Frio va dépendre aussi de la création de valeur dans certains pays du tiers-monde ou en voie de développement sur la base de l'exploitation de millions de gens. Donc ça, il faut le voir. Je m'énerve un peu, mais là, je savais pas que cette théorie de la valeur de Frio était proche de... C'est pas de Frio, hein, c'est du courant garantiste. C'est le courant, voilà, mais je trouve ça choquant. Je m'énerve un peu, mais là, je croyais que c'était simplement les libéraux qui disaient ça aujourd'hui. Je devinais un petit peu qu'il y avait ça derrière, mais... il faut arrêter de croire que Steve Jobs, par exemple, crée de la valeur. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Enfin oui, forcément, tu es d'accord parce que tu parlais d'exploitation, mais il faut être précis là-dessus. Il faut distinguer quels sont les capitaux qui ne créent pas de valeur et quels sont ceux qui en créent. Peut-être justement pour rebondir sur cette idée de valeur, le grand argument, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Matt, de Frio et de ses zélateurs, c'est le fait que une société sans valeur d'échange, même parfois ils disent, même s'ils ne sont pas très bien compris ce que c'était avec la valeur d'échange, mais en gros, une société sans valeur, sans marché, sans marchandises, sans travail, sans État, c'est une société primitive, qui ne peut pas exister, etc., etc. Et on a rappelé tout un tas d'exemples historiques et anthropologiques qui montrent que, évidemment, ces assertions sont complètement fausses. Mais là où il faudrait rajouter quelque chose, c'est que, évidemment, nous, disons, la société post-capitaliste, on ne l'envisage pas comme un retour en arrière de manière anarcho-primitiviste, mais plutôt comme quelque chose qui va au-delà de toutes les sociétés passées. Et Marx disait, c'est Benoît qui le rappelle souvent dans les émissions, qu'on est toujours dans la préhistoire de l'humanité, puisqu'on n'a jamais pris vraiment les choses en main, on a toujours subi des structures de domination, des rapports fétiches, on a toujours naturalisé notre propre création sociale, etc. etc. Et du coup la société post-capitaliste telle qu'on peut l'envisager, alors les gens de la communisation diraient qu'on ne peut pas lui donner évidemment de contenu précis, on ne peut pas dire ce que ce sera précisément, et on n'est pas là pour non plus dire ce que ce sera précisément rouage par rouage. Simplement, ce qu'on peut dire à partir d'une espèce de radicalisation, d'une expérience de pensée qui radicaliserait le processus de dépassement du capitalisme qui avait été entamé à un niveau local, et qui avait juste été entamé en Aragon en 1936-1937, c'est que ce qui fait le lien social, ce n'est plus le marché de manière générale et l'argent à l'intérieur de communes, mais à l'intérieur de communes, c'est évidemment les principes du communisme libertaire, c'est chacun fait ce qu'il a envie pour satisfaire les besoins et les désirs du collectif, et ensuite c'est à chacun selon ses besoins et ses désirs, dans la mesure du possible évidemment, et à un niveau, et donc évidemment il y a eu effectivement une abolition du salariat, pas dans toutes les communes d'Aragon, mais une abolition du salariat, de l'argent, de la valeur,
etc., à l'intérieur de ces communes. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut opposer à Bernard Friot, et ne croyons pas que la société aragonaise est une société exclusivement primitive. Il y avait déjà un début d'outillage industriel, des tracteurs, des ateliers de production semi-industriels, etc. On n'était pas au Moyen-Âge ou chez les hommes de Cro-Magnon. Et d'autre part, donc à l'intérieur, le lien se fait parce qu'on peut rappeler voilà, le communisme libertaire, les assemblées, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et ensuite, à l'extérieur, parce que c'est généralement ça qui va être opposé, oui mais ça marche que dans des petites communautés. Et justement, le système qui avait été trouvé en Aragon, mais qui avait juste été ébauché évidemment à l'époque, c'est celui de, disons, alors bon évidemment, celui de la fédération, celui du fédéralisme libertaire, c'est-à-dire où les communes, disent ce qu'elles ont en trop et ce dont elles ont besoin, et en fonction de ça, c'est-à-dire d'une pure logique de besoin et de surplus, peuvent ensuite se faire ce qu'on pourrait appeler des transferts comptables, mais qui sont en dehors d'une logique d'équivalence de valeur. C'est pas on échange un arbre contre 10 tonnes d'olives, parce qu'un arbre ça vaut 10 tonnes d'olives en fonction du marché, du standard de productivité, etc. C'est simplement, nous on a un arbre en trop, vous avez 10 tonnes d'olives en trop, etc., etc. Et ce qui permet aussi de faire que ce ne sont pas évidemment qu'il ne faut pas penser le communisme libertaire mondialement comme quelque chose comme un ensemble de communautés recluses sur elles-mêmes, mais au contraire, comme un ensemble de communes qui entretiennent toutes ces relations d'amitié, notamment qui leur permettent d'équilibrer, disons, leurs besoins, leurs surplus, etc., et qui part de la base, et qui peut ensuite, où il peut y avoir quand même un certain nombre de principes universels qui peuvent régir l'ensemble de ces communes, comme par exemple le fait de ne pas se faire la guerre, de ne pas se tuer, de ne pas se violer, etc. Vas-y. Ouais, sur la question, souvent j'entends plutôt des théoriciens universitaires qui disent que le principe communiste ou même libertaire, c'est un communautarisme à cause de ce que tu es en train de dire qu'il y a une autonomie des communes. Mais si on précise que c'est dans le refus d'un monde qui lui-même était global que s'est construit cette société, du coup, il y a aussi des normes globales qui s'en suivent, c'est logique. Donc le principe fédéral, il comprend ça. Mais c'est juste qu'il ne va pas se cristalliser dans des institutions figées et fétichisées. Je voulais préciser ça pour dire que tu ne parlais pas d'un communautarisme. Et je voulais juste revenir, on parlait de l'argent, revenir un peu sur cette question de l'argent, savoir pourquoi dire que l'argent serait quelque chose à dépasser, ça peut choquer aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel et nécessaire. Et là-dessus, sur la question d'une société sans argent, déjà c'est quelque chose de primitif. Moi je considère plutôt que le fait de considérer que la misère de l'exploitation crée de la valeur et donc de l'argent, c'est une valeur en soi, c'est assez primitif déjà. C'est assez barbare, et je vois pas en quoi là on a quelque chose de civilisé. Et ceux qui disent que cet argent-là, qui est l'argent au sens capitaliste et l'argent tout court, c'est la civilisation, et qu'une société sans cet argent-là, c'est une société primitive, c'est des gens qui sont en train de dire que la valorisation de la misère, c'est civilisé, donc ça me choque un peu. Mais sinon, sur la question de l'argent au niveau plus technique, Marx il explique qu'il y a 3 déterminations de l'argent. Donc dans la circulation simple des sociétés précapitalistes, où on échange des marchandises par le biais de l'argent, mais simplement pour obtenir des valeurs d'usage, pour satisfaire des besoins concrets, l'argent, il a 2 déterminations, c'est un moyen de paiement et un moyen de mesurer les prix. Et dans la société capitaliste, à partir du moment où on commence à exproprier, à avoir des producteurs privés, par exemple au 16-17e siècle en Angleterre, à partir de ce moment-là, l'argent devient une fin en soi et on commence à capitaliser. Et ça explose vraiment avec la première révolution industrielle au 19e siècle, avec l'apparition d'un capital industriel. On a vraiment une soumission du travail qui est réelle sous le capital, c'est-à-dire le fait que cette capitalisation elle affecte concrètement les travailleurs avec une division du travail. Et ça, cette détermination de l'argent, donc le fait qu'en fait le travailleur va être exploité et va devoir en fait faire fructifier la valeur des machines, elle apparaît vraiment dans le capitalisme et explose au XXe siècle. Et c'est l'argent comme fin en soi, l'argent en tant qu'argent,
qui correspond au schéma AMA'. Donc un capitaliste possède une somme d'argent, A, il achète des facteurs de production, facteurs objectifs, machines et matières premières, facteurs subjectifs, force de travail, et grâce à cet achat, il peut produire des marchandises et les vendre sur un marché qui lui permettront d'obtenir une somme d'argent supérieure à la première, A'. Pourquoi cette somme est supérieure? Parce qu'il a exploité une portion des facteurs de production, à savoir la portion subjective de la force de travail, qui a travaillé plus de temps qu'il n'en coûte. Donc de ce fait, ça s'appelle la plus-value, et c'est ainsi que l'argent devient une fin en soi. Et Marx il dit même, l'argent devient tel qu'il est en lui-même, il devient conforme à sa nature d'argent, parce que c'est simplement dans cette forme-là que l'argent peut se conserver dans la circulation. Marx explique que dans les sociétés précapitalistes, on peut accumuler du trésor, etc. C'est la thésaurisation, c'est aussi la crématistique dont a parlé Aristote il y a bien longtemps. Mais l'argent ici ne se conserve pas dans la circulation parce qu'il est à l'état isolé de trésor, donc on n'a pas encore l'argent en tant qu'argent. L'argent en tant qu'argent, c'est vraiment quelque chose de capitaliste, c'est quelque chose qui se conserve dans la circulation en tant qu'il augmente continuellement, et de ce fait, quand on dit abolir l'argent, c'est abolir cette détermination très spécifique, qui n'est rien d'autre que l'exploitation et le fait de valoriser la misère. Donc ça paraît pas très barbare de dire ça, mais simplement presque, je dirais pas humaniste, parce que l'humanisme a été pourri par cette idéologie, mais ça paraît tout à fait sain de revendiquer l'abolition de cette médiation totalement barbare. Et si on dit que dans les sociétés, dans certaines sociétés, il y a eu des sociétés sans cet argent-là, précapitalistes, ou en tout cas sans cet argent comme fin en soi, on ne dit pas pour autant qu'il faut revenir à cette société, parce qu'elles aussi, elles étaient fondées sur des divisions barbares du travail, ou des activités productives, mais on dit simplement qu'il faut relativiser l'argent, et comme ces sociétés elles-mêmes ont été dépassées, la société de l'argent du capitalisme pourrait être dépassée, et la société sans argent, ce serait tout simplement dépasser la préhistoire, des rapports de division naturelle, raciste, patriarcale, coloniale du travail, vers des formes sans médiation fétichisée, sans violence. C'est quelque chose de plutôt humain d'exiger ça. Et de ne pas se soumettre à des structures de domination impersonnelle, la valeur, le marché. Le problème, c'est ces institutions qui sont autant de médiation. Et concernant la bureaucratie, je voulais juste aussi dire ça, parce que tu en parlais, Marx, il imaginait une administration courante des affaires, qui n'excluait pas forcément des formes de vie politique dans un espace public, mais qui était beaucoup plus simplifiée dans cette société où il y aurait plus ce type de médiation ultra complexe, surtout des médiations ultra violentes. Donc de ce fait, l'administration pourrait se faire beaucoup plus facilement par des individus qui ne sont pas forcément ultra théoriciens, etc. Et c'est ça aussi le problème, la question de la bureaucratie chez Marx, elle se pense en termes de simplification de l'administration courante des choses, qui découle du fait qu'on a aboli ces médiations barbares. Et je finis juste ce que je voulais dire sur des compléments qui, moi, me paraissent importants. Sur cette question, je finirai là-dessus et je te laisse la parole, Armel. Sur cette question, moi, c'est pas Friot qui dit ça directement, c'est parfois ses disciples ou ses continuateurs qui radicalisent son geste. Cette idée qu'il y a une marchandisation de tous les domaines de la vie, qui est liée au fait on pourrait presque verser un salaire socialisé à toutes les personnes qui créent de la valeur sans forcément travailler, puisque le travail, avec Friot, est très étendu. Et donc de ce fait, j'ai entendu certains disciples de Friot, un peu radicaux, qui disaient, qui insinuaient presque que dans l'absolu, avec Friot, on pourrait rémunérer déjà des enfants qui produisent déjà de la valeur. Pourquoi pas, si on radicalise encore plus, un individu qui n'est pas encore né, mais qui est dans le ventre de sa mère, qui produit de la valeur obstétrique. Et ça radicalise en fait la marchandisation du monde. Et dans un système international, quand on voit que cette marchandisation, elle repose sur l'exploitation aussi d'enfants, par exemple, ou de femmes, d'hommes, etc., on voit que c'est quelque chose d'extrêmement barbare, finalement. Cette marchandisation du monde qui fait qu'on est toujours au travail. C'est pas l'émancipation à l'égard du travail, c'est le tout travail. Tout est travail, tout est production de valeur. Et c'est la radicalisation, je pense, Friot, du totalitarisme économique. C'est mon avis, c'est peut-être un peu radicalisé ça, mais moi je crois que c'est le cas et c'est quelque chose, pour cette raison-là, de pas forcément anodin, mais peut-être plus dangereux qu'on ne le croit. Ouais. Et donc du coup, pour conclure, on pourrait dire à Bernard Friot qui nous dit que le retraité,
qui exhorte un peu le retraité, qui finalement ne fait que satisfaire ses désirs, ses besoins, faire ce qu'il a envie, remplir des activités sociales, etc. etc. Et ben on peut lui retourner son argument en lui disant il ne crée pas de valeur d'échange, mais c'est plutôt de ce côté-là, du côté de la satisfaction de ses désirs, de ses besoins, de formes de liens sociaux qui ne passent pas par l'intermédiaire de la marchandise, du travail, de la valeur d'échange, de l'argent et du capital, qu'il faudrait regarder, et non pas en absolutisant, en déclarant que le capitalisme finalement est l'horizon indépassable de notre temps. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.